Bonjour à tous, Luc Le Saos, responsable de production Sana Holidays. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui des voyages qui nous tiennent particulièrement à cœur, des voyages en train à travers l'Europe, que vous pouvez découvrir dans notre dernier catalogue, Vos voyages 2021-2022. Des voyages dans l'air du temps, car respectueux de l'environnement. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Je vous propose donc d'embarquer aujourd'hui dans le TGV pour de très beaux circuits en Espagne et en Italie. Nous proposons donc une autre façon de voyager à l'étranger sans prendre l'avion. Le réseau ferré à grande vitesse étant plutôt développé dans la plupart des pays européens. On a peut-être oublié qu'on pouvait aussi voyager rapidement et de façon très agréable sans prendre l'avion pour se rendre notamment de l'autre côté des Alpes ou des Pyrénées. Le voyage en train est finalement assez rapide et confortable. Il présente aussi l'avantage d'avoir conscience des distances parcourues tout en admirant parfois de très beaux paysages comme ceux d'Andalousie que vous avez ici sur cette photo. Le train qui présente l'avantage d'être le moins polluant des moyens de transport, comme vous pouvez le voir sur ce graphique fourni par Rail Europe. Voyager en train, c'est seulement en moyenne 6,3 grammes de CO2 émis par voyageur et par kilomètre parcouru. C'est, vous le voyez sur ce graphique, 34 fois moins que les émissions de CO2 pour un même voyage effectué en voiture. Vous voyez donc que la démarche de voyager en train n'est pas du tout anodine, notamment pour les personnes soucieuses de réduire leur empreinte carbone. Les voyages que nous vous proposons de découvrir sont donc organisés dans une démarche de réduire le plus possible l'empreinte carbone des voyageurs. Ils sont, on l'a dit, organisés en utilisant uniquement le train pour les transports interrégionaux. Et pour les déplacements en ville, nous privilégions la marche à pied. Et quand cela n'est pas possible, nous prévoyons des déplacements en utilisant des moyens de transport en commun peu polluants, notamment des autocars électriques ou circulant au gaz naturel. À certains endroits, notamment à Rome, nous effectuons aussi des déplacements en métro. À noter également, pour limiter au maximum les déplacements en ville, que nous réservons en priorité des hôtels 4 étoiles à proximité immédiate des gares. À noter aussi, et c'est pour cela que vous pouvez découvrir le logo ATR, que nous sommes labellisés ATR depuis décembre 2018. Nous avons obtenu le label d'Agir pour un tourisme responsable, grâce notamment à nos démarches pour réduire au quotidien notre empreinte carbone au sein de l'entreprise, et grâce aussi aux opérations de tourisme solidaire un peu partout dans le monde, en Inde par exemple, en Ouzbékistan, au Vietnam, en Afrique du Sud ou au Pérou. Allez, il est temps maintenant de voyager un peu, de partir à la découverte des plus belles villes d'Espagne, de Barcelone à l'Andalousie. On va donc embarquer à bord du TGV qui va nous mener dans un premier temps en Catalogne, à Barcelone. Il y a exactement 6h40 de trajet en train de la gare de Lyon à Paris jusqu'à Barcelone et 5h05 pour le même voyage au départ de la gare de Lyon-Part-Dieu. On l'ignore souvent, mais le réseau à grande vitesse espagnol est un des plus développés d'Europe. La première ligne à grande vitesse a été inaugurée en 1992. C'était la ligne Madrid-Séville, construite à l'époque à l'occasion de l'exposition universelle de Séville. C'était une technologie française à l'époque, avec du matériel roulant fourni par Alstom. Aujourd'hui, le réseau a été considérablement allongé. Il s'étire sur 3240 km, ce qui en fait le premier réseau à grande vitesse d'Europe et même le deuxième au niveau mondial après la Chine. Les trains à grande vitesse sont appelés AVE, par les Espagnols. AVE, c'est un sigle, l'abréviation de Alta Velocidad Española. Et c'est un jeu de mots, puisque le mot ave signifie aussi oiseau en espagnol. Ce sont des trains à la fois rapides et confortables, avec
de très bons services à bord, et notamment un service d'hôtesse qui passe régulièrement dans les voitures pour servir même un repas gratuit aux voyageurs voyageant en première classe. C'est ce que l'on appelle la classe preferente en Espagne, par opposition à la classe turista, l'équivalent de la deuxième classe en France. À noter que nos circuits en train sont réservés en deuxième classe, avec possibilité pour ceux qui le souhaitent de souscrire un supplément pour voyager en première classe. L'arrivée se fait donc en Espagne par la gare de Barcelone-Sants, après 6h50 de voyage depuis Paris. Je vous rappelle que les hôtels sont réservés en priorité à proximité des gares, ce qui permet de les rejoindre à pied directement depuis la gare. Il vaut mieux donc prévoir des valises avec des roulettes pour éviter de devoir les porter sur 300 ou 400 mètres. À signaler aussi, et je ne l'ai pas encore précisé, que nos voyages sont organisés avec un accompagnateur qui sera là pour aider le groupe dans tous ses déplacements. Je dois préciser aussi que la taille des groupes est limitée. Nous pourrons confirmer ces voyages avec un minimum de 15 voyageurs et un maximum de 25 personnes. Notre circuit en Espagne est un voyage de 8 jours avec 2 nuits à Barcelone, ce qui permet d'avoir une journée complète pour découvrir les plus beaux sites de la capitale catalane. Et parmi ces sites, il y a bien sûr toute l'œuvre de l'architecte local Antoni Gaudí, dont le travail a marqué l'urbanisme de Barcelone. Si Barcelone est considérée comme une très belle ville, c'est grâce en grande partie à lui. On peut ainsi découvrir dans toute la ville ses réalisations les plus étonnantes, dont la maison Batlló, qui porte le nom d'un industriel du textile qui avait commandé l'édifice à Gaudí. La maison est située sur une des avenues les plus importantes de Barcelone, le Paseo de Gracia. C'est un des édifices les plus originaux imaginés par Gaudí, et remarquable surtout par sa façade en pierre, en fer forgé, en verre et en céramique polychrome. C'est une construction des années 1904-1906. 1906, c'est aussi l'année de construction de la maison Milà, qu'on appelle aussi la Pedrera. C'est un édifice tout en pierre, mesurant 37 mètres de haut. C'est aussi une commande d'un industriel du textile, à l'époque un des associés du propriétaire de la maison Batlló, que l'on a découvert il y a quelques instants. L'œuvre de Gaudí la plus emblématique de Barcelone est bien sûr la Sagrada Familia, la célèbre basilique inachevée, dont la première pierre a été posée en 1882. La découverte du monument est à chaque fois un moment extrêmement saisissant, avec une ornementation à la fois dense et originale. La Sagrada Familia est aujourd'hui le monument le plus visité d'Espagne, avec plus de 3 millions de visiteurs par an. C'est le monument le plus visité d'Espagne, devant l'Alhambra à Grenade et le musée du Prado à Madrid. Nous avons bien sûr inclus l'entrée dans la basilique pour que vous puissiez découvrir sa structure très étonnante et tous les éléments décoratifs, et notamment ses colonnes hélicoïdales et sa voûte constituée de ce que les architectes appellent des hyperboloïdes. C'est tout simplement étonnant, on ne voit ça nulle part ailleurs. Autre visite incontournable à Barcelone, autre site créé par Antoni Gaudí, le parc Güell, sur une colline au nord-ouest de la ville. C'est un jardin à l'anglaise qui s'étend sur 17 hectares et qui a été aménagé entre 1900 et 1914 avec quelques maisons à l'intérieur. Le parc est remarquable surtout pour ses mosaïques faites de céramique et de verre. Il en résulte un décor extrêmement photogénique, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Parmi ces mosaïques, il y a notamment la salamandre fantastique, qui est devenue un des symboles de Barcelone. Le programme de la journée à Barcelone prévoit aussi la découverte d'un des musées les plus importants de la ville, le Pueblo espagnol. C'est un musée en plein air qui reconstitue grandeur nature l'architecture des différentes régions d'Espagne. Ce musée en plein air a été inauguré en 1929. Vous y voyagerez dans l'environnement des différentes régions d'Espagne. Vous découvrirez notamment une plaza mayor, un type de place très caractéristique de l'urbanisme de la Castille, dans le centre de l'Espagne.
Toute découverte de Barcelone passe forcément par les fameuses Ramblas, cette avenue emblématique de 1,2 km qui relie la place de la Catalogne au port de Barcelone. C'est le lieu préféré des touristes pour flâner à Barcelone. C'est sur les Ramblas notamment que vous pourrez aller découvrir l'emblématique marché de la Boqueria, un marché dont l'origine est médiévale, mais dont la couverture métallique a été installée en 1914. C'est un des lieux les plus vivants de Barcelone, qui s'étend sur 2500 mètres carrés, et où l'on peut déguster, au moins des yeux, les meilleurs produits de la gastronomie espagnole. Je vous propose maintenant d'embarquer à nouveau à bord du TGV espagnol pour traverser la Catalogne, l'Aragon et la Castille. 2h30 suffisent pour effectuer les 620 km qui séparent Barcelone de Madrid, avec éventuellement un arrêt à Saragosse. L'arrivée à Madrid se fait à la gare d'Atocha, en plein cœur de la capitale espagnole. Atocha est une gare historique, elle est considérée comme un chef-d'œuvre de l'architecture ferroviaire du 19e siècle. Elle a été inaugurée pour la partie historique que vous avez ici à l'image en 1892. La gare a été restaurée et embellie dans les années 90 et abrite aujourd'hui notamment un magnifique jardin tropical de 4000 mètres carrés avec 7000 arbres et plantes dans de grands palmiers. C'est même devenu une attraction touristique populaire à Madrid. Le centre de Madrid est ce que l'on appelle la Puerta del Sol. C'est une grande place que vous avez ici au centre de la photo. La Puerta del Sol est un des lieux préférés de rassemblement des Madrilènes pour les grands événements, notamment pour célébrer la Saint-Sylvestre et le passage dans la nouvelle année. C'est aussi le lieu le plus habituel pour les grandes manifestations. C'est vraiment le cœur de Madrid, la Puerta del Sol. C'est là aussi que se situe le kilomètre zéro pour toutes les routes au départ de Madrid. Sur la Puerta del Sol s'élève également la statue de l'ours et de l'armousier, qui sont les symboles héraldiques de la ville de Madrid, apparaissant notamment sur son drapeau et sur son blason. À quelques dizaines de mètres de la Puerta del Sol se trouve l'emblématique Plaza Mayor de Madrid. La place, vous le voyez, se présente sous la forme d'un rectangle de 129 mètres sur 94. Elle couvre donc une superficie d'environ 1 hectare. La place a été aménagée au début du XVIIe siècle. Elle a été ravagée par 3 incendies qui ont imposé à chaque fois sa reconstruction. Sachez que la place, telle qu'on peut la voir aujourd'hui, a été achevée en 1854. Elle est entourée de constructions de 3 étages. À l'origine, elles étaient beaucoup plus hautes puisque les bâtiments comportaient 5 niveaux. Au centre de la Plaza Mayor se dresse la statue équestre du roi Philippe III, qu'on peut voir ici devant les fresques du bâtiment historique de l'administration royale des poids et mesures. Toujours dans le centre de Madrid, à quelques centaines de mètres seulement de la Puerta del Sol et de la Plaza Mayor, s'élève le monumental Palais Royal, au pied duquel se trouve la place d'Orient et ses beaux jardins. Le palais est immense, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Il est même 2 fois plus grand que le palais de Buckingham et même que le château de Versailles. Il couvre une superficie de 135 000 mètres carrés et abrite plus de 3400 pièces. Le château a dû être jugé d'ailleurs trop grand par la famille royale qui n'y habite pas. Philippe VI et sa famille habitent un palais beaucoup plus petit, le palais de la Zarzuela, situé à l'extérieur de Madrid. Le palais royal a été construit au XVIIIe siècle, entre 1738 et 1764. Il est adossé à la cathédrale de Madrid, la cathédrale de la Almudena, que vous voyez ici à droite de la photo. Une cathédrale toute jeune, contrairement aux apparences, puisqu'elle a été consacrée seulement en 1993 par le pape Jean-Paul II. Madrid est une ville qui ne manque pas d'attrait. Elle abrite notamment de très belles fontaines, dont la fontaine de Cibeles, que vous voyez ici en photo, devant l'édifice historique de la Poste, aujourd'hui transformé en mairie.
La fontaine de Cibeles est un lieu important de rassemblement pour les Madrilènes. C'est autour de la fontaine qu'ils célèbrent notamment les victoires de leur club de football le plus mythique, le Real Madrid, le club concurrent, l'Atlético, célébrant quant à lui ses triomphes dans la fontaine voisine, celle de Neptune, que vous avez ici en image. Madrid est une très grande ville, elle compte aujourd'hui plus de 3 millions d'habitants. C'est pourtant une ville assez aérée, grâce notamment à ses grands parcs et jardins. Le plus célèbre est le parc du Retiro, en plein centre-ville, à quelques centaines de mètres de la gare d'Atocha. Le parc du Retiro s'étend sur 125 hectares, il est immense. Il a été aménagé au XVIIe siècle, entre 1630 et 1640. C'est un parc qui est un des lieux de promenade préférés des Madrilènes. Ils peuvent notamment profiter d'un grand bassin au-dessus duquel s'élève une statue équestre monumentale du roi Alphonse XII. Ils peuvent aussi admirer quelques beaux édifices, dont le Palais de Cristal, qui est un vestige de l'exposition coloniale de 1887, qui était à l'époque une serre liée au pavillon des Philippines. Non loin du parc du Retiro s'élève le musée le plus célèbre de Madrid, le musée du Prado. Ici, nous apercevons la façade principale devant laquelle s'élève la statue de Velázquez, le peintre sévillan. Nous avons bien sûr inclus la visite du musée dans le programme du voyage. Cette visite permet de découvrir notamment les œuvres les plus importantes des grands maîtres de la peinture espagnole, à commencer par les Ménines, un des chefs-d'œuvre de Diego Velázquez. Vous pourrez découvrir aussi, par exemple, le célèbre tableau de Goya, le 3 de mai, 13 de Mayo, qui représente l'exécution des révolutionnaires espagnols par les troupes françaises de Napoléon. À noter par ailleurs que Madrid possède plusieurs musées très intéressants, parmi lesquels le musée d'art contemporain Reina Sofía, qui abrite notamment le célèbre Guernica de Picasso. Je vous propose de repartir à la gare d'Atocha et son emblématique jardin tropical. Nous allons embarquer maintenant dans un train à grande vitesse à destination de Séville. C'est un magnifique parcours de 2h30 qui nous attend à travers les magnifiques paysages d'oliveraies de la Mancha et de l'Andalousie. La ligne a une longueur de 390 km. C'est la première ligne à grande vitesse qui a été inaugurée en Espagne. C'était en 1992, la ligne Madrid-Cordoue-Séville. L'arrivée à Séville se fait à la gare de Santa Justa, ce qui est située en plein centre-ville. Alors Séville est une ville relativement facile à découvrir à pied. Les sites majeurs à découvrir sont très concentrés dans la vieille ville, qui s'étend le long du fleuve Guadalquivir. On ne le voit pas sur cette photo, mais les arènes de la Maestranza, un des hauts lieux de la tauromachie en Espagne, sont situés en bord de fleuve. Le centre de la vieille ville est la monumentale cathédrale Santa Maria, qui est un des monuments les plus emblématiques de Séville. Elle est immense, puisqu'elle est considérée comme la 3e plus grande cathédrale au monde, après Saint-Pierre à Rome et Saint-Paul à Londres. C'est une cathédrale gothique, dont la tour, ce que l'on appelle la Giralda, s'élève à 104 mètres au-dessus de la ville. La Giralda est un monument très important sur le plan historique, puisqu'elle est tout simplement l'ancien minaret de la grande mosquée de Séville, à l'époque de l'occupation arabe. La Giralda est contemporaine à la Koutoubia, à Marrakech. La visite de la cathédrale est bien sûr un incontournable à Séville. L'intérieur est tout à fait remarquable sur le plan architectural. Il abrite aussi des tombeaux, dont le plus photographié est le mausolée de Christophe Colomb, que vous avez ici en photo. La vieille ville de Séville est un dédale de ruelles et de placettes. Quand on prend le temps de flâner un peu, on découvre par hasard des lieux tout à fait remarquables, comme la place du Cabildo, qui se trouve à quelques mètres de la cathédrale, mais qui est complètement à l'abri et cachée derrière les édifices. C'est la place du Cabildo que vous avez fait ici en image. Autre place magnifique, la place de San Francisco, sur laquelle s'élève l'hôtel de ville de Séville, un bâtiment du XVIe siècle, richement décoré de bas-reliefs. C'est un des chefs-d'œuvre d'un style typiquement espagnol qu'on appelle le style plateresque. À proximité de la cathédrale s'élève
les hauts murs de l'Alcazar, qui est aujourd'hui encore résidence officielle de la famille royale espagnole à Séville. L'Alcazar, qui est un monument absolument incontournable, c'est en fait un complexe de plusieurs palais, de magnifiques jardins. Pour la partie palatiale, c'est la partie mauresque qui est la plus intéressante. Il reste quelques éléments du palais islamique, qui est de la même époque que l'Alhambra à Grenade. Le palais est aussi constitué de cours construites après la reconquête de la ville par les chrétiens, mais dans le style mauresque. Le résultat est tout à fait saisissant, ce qui fait de la visite de ce lieu un moment fort de la découverte de l'Andalousie. L'Alcazar, je vous le disais, est aussi constitué de magnifiques jardins qui sont une véritable oasis de fraîcheur en plein centre-ville. On rappelle que Séville est une des villes les plus chaudes d'Europe. L'été, du mois de mai au mois de septembre, on a des températures qui dépassent fréquemment les 40 degrés. Ces jardins sont d'origine maure, même s'ils ont été réaménagés à plusieurs reprises au cours des siècles. Ils sont, à mon avis, tout aussi intéressants à découvrir que les jardins de l'Alhambra à Grenade, qui sont pourtant beaucoup plus connus. Séville possède une vieille ville qui est assez étendue, c'est même une des plus étendues d'Europe. Elle est toujours partiellement entourée de ses remparts. On peut voir aussi encore quelques portes, dont celle de la Macarena, que vous avez ici à l'image, et qui porte le nom de la petite basilique à droite de la photo, la fameuse basilique de la Macarena, nom bien sûr connu dans le monde entier grâce à une chanson, un tube mondial des années 90. La vieille ville de Séville, qu'on appelle aussi le quartier de Santa Cruz, est un dédale de ruelles avec de belles façades colorées, des placettes ombragées couvertes d'orangers, où il fait bon déjeuner ou dîner en terrasse, quelle que soit la saison. C'est un des meilleurs endroits pour découvrir la grande spécialité de Séville, les fameuses tapas. Séville, vous le voyez, est une très belle ville. Elle a été aussi embellie au début du XXe siècle lors de l'exposition ibéro-américaine qui a été organisée en 1929. Une vingtaine de pavillons ont été construits en dur à l'époque pour abriter les différents pays exposants. Et le plus beau de ces pavillons est le monumental pavillon de l'Espagne, que vous avez ici à l'image. Un pavillon de forme semi-circulaire dont la façade a une longueur de 200 mètres. Voici donc la façade de ce pavillon d'exposition construit entre 1914 et 1929, un pavillon qui entoure une place qu'on appelle la place d'Espagne. C'est un des hauts lieux du tourisme en Andalousie. Un pavillon qui est notamment recouvert de panneaux de céramique multicolores, des panneaux de céramique qui présentent des scènes de l'histoire de chacune des 52 provinces de l'Espagne. Le résultat est, vous le voyez sur cette image, assez spectaculaire. Et voici un autre pavillon, il en reste une bonne quinzaine de pavillons de l'exposition ibéro-américaine de 1929. C'est celui-là un pavillon dans le style mauresque, ce qu'on appelle le style mudéjar, pour être plus précis. Il était aussi dédié à l'Espagne lors de l'exposition de 1929. Il est temps maintenant de continuer notre voyage en train en Espagne et d'embarquer à la gare de Santa Justa à bord du TGV reliant Séville à Malaga. Il faut environ 2 heures pour effectuer ce parcours. L'arrivée à Malaga se fait à la gare Maria Zambrano, qui elle aussi est située en centre-ville. Alors Malaga est la 6e ville espagnole par sa population, après Madrid, Barcelone, Valence, Séville et Saragosse. C'est une ville portuaire sur la Méditerranée, une ville qui vit notamment du trafic des passagers, avec notamment des ferries qui partent de Malaga vers les enclaves espagnoles du nord du Maroc, Melilla et Ceuta. Elle vit aussi beaucoup aujourd'hui des escales, des grands paquebots de croisière qui font escale par centaines ici tous les ans.
Malaga est une ville qui a beaucoup changé ces dernières années. C'est devenu une ville très touristique qui bénéficie notamment de sa proximité avec les grandes stations balnéaires de la Costa del Sol. La ville possède un patrimoine intéressant, avec notamment une cathédrale monumentale que l'on surnomme ici la Manchotte, puisqu'elle n'a qu'une seule tour, comme vous pouvez le voir sur cette photo. C'est une ville où il fait bon flâner, une ville qui aurait, dit-on, un des meilleurs climats d'Europe, très doux toute l'année. Une ville qui a beaucoup changé ces 20 dernières années, grâce notamment à la piétonnisation de tout le centre-ville. La rue la plus élégante et la plus prestigieuse étant la rue Larios, que vous avez ici en photo. Voilà, Malaga était la dernière étape de notre voyage en train en Espagne. Je vous propose maintenant de regagner la gare Maria Zambrano de Malaga et d'embarquer à bord du TGV à destination de Barcelone. Après un changement de train dans la capitale catalane, le retour en France se fera aussi en TGV vers Lyon et Paris, le tout dans des trains extrêmement confortables, pas du tout polluants. C'est la fin d'un magnifique voyage qui, je pense, vous permet de découvrir des sites tout à fait exceptionnels, uniques en Europe. Voici sur une carte le parcours que nous avons effectué de Barcelone à Madrid, puis par Séville et Malaga en Andalousie. Nous avons programmé pour le moment 3 départs sur ce voyage. Le premier, le 15 septembre 2021, les suivants, le 11 mai et le 15 septembre 2022. C'est donc la fin de notre voyage en Espagne, mais pas la fin de notre présentation. Je vous propose maintenant de partir de l'autre côté des Alpes, d'embarquer à bord d'un des excellents trains italiens à grande vitesse, que nos amis transalpins appellent les Frecciarossa, les flèches rouges, des trains très confortables qui peuvent circuler jusqu'à 400 km/h. Alors, il existe au moins 2 TGV directs entre Paris et Milan tous les jours. La durée du voyage est d'environ 7 heures entre Paris et Milan et de 5h15 entre Lyon et Milan. La première étape de notre voyage de 9 jours en Italie est Milan, la capitale de la Lombardie. Milan est beaucoup moins connu sur le plan touristique que Venise, Florence ou Rome. C'est pourtant une ville qui ne manque pas d'intérêt. Elle abrite notamment un très bel arc de triomphe, l'arc de la Paix, qui n'est pas sans rappeler l'arc de triomphe de la place de l'Étoile à Paris. Il est cependant 2 fois plus petit. Il mesure 25 mètres de haut contre 50 mètres pour l'arc de triomphe parisien. Ils datent tous les deux de la même époque, l'arc de triomphe ayant été bâti à partir de 1806 après la bataille d'Austerlitz, alors que les travaux de construction de l'arc de la Paix à Milan ont commencé en 1807. Le site incontournable de Milan est bien sûr la place de la cathédrale, ce que les Milanais appellent la Piazza del Duomo. C'est une des plus belles places d'Europe, avec notamment la très belle cathédrale sur la partie droite de la photo, et la galerie Victor Emmanuel II, avec sa longue façade à gauche de la cathédrale. La place est immense, elle couvre une superficie de 17 000 mètres carrés. Elle a été aménagée progressivement à partir du XIVe siècle. Quand on est sur la place, le monument le plus impactant est bien sûr la cathédrale et son incroyable façade tout en marbre. Le monument est en plus immense. On dit même que c'est la plus grande cathédrale gothique au monde, après la cathédrale Santa Maria de Séville. La façade s'élève à 56 mètres au-dessus du parvis, ce qui est quand même assez saisissant et provoque même une certaine émotion lorsqu'on a la chance de la découvrir. À noter que nous avons inclus l'entrée dans la cathédrale, l'intérieur étant tout aussi remarquable que l'extérieur, remarquable notamment par ses dimensions prodigieuses. Je vous le faisais remarquer il y a quelques instants, la cathédrale est située juste à côté de la galerie Victor Emmanuel II, dont on voit l'entrée principale, ici donnant sur la place de la cathédrale. La galerie est un des hauts lieux du shopping à Milan, qui est, je vous le rappelle, une des grandes capitales de la mode en Europe. On y trouve aujourd'hui
toutes les grandes marques de luxe, Prada, Armani, Versace, Louis Vuitton, pour n'en citer que quelques-unes. La galerie a été bâtie entre 1867 et 1878 dans un style néoclassique. Elle est remarquable notamment pour les éléments décoratifs, mais surtout pour sa coupole en verre et en acier qui s'élève à 50 mètres au-dessus du sol. C'est un des édifices incontournables à découvrir à Milan. La galerie Victor Emmanuel et la cathédrale justifient à eux seuls un petit séjour dans la capitale lombarde. Je vous propose maintenant de retourner à la gare de Milan et d'embarquer dans un train Frecciarossa à destination de Venise. La durée du voyage est d'environ 2 heures. L'arrivée en train à Venise est bien sûr très spectaculaire. La cité lacustre est reliée au continent par 2 ponts, un pont routier et un pont ferroviaire. On voit très bien sur cette photo les 2 ponts qui sont parallèles. Le pont routier à droite, donnant accès au parking du Tronchetto, alors que le pont ferroviaire se termine à la gare de Santa Lucia. Le pont ferroviaire a une longueur de 3600 mètres. C'est le pont des Lagunes, c'est son nom. Il a été construit au milieu du 19e siècle, en 1846 pour être précis. Arriver en train à la gare de Santa Lucia présente l'avantage d'être plongé directement dans l'ambiance de Venise. La gare est ouverte, vous le voyez sur cette photo, directement sur le Grand Canal. 2 options s'offrent alors aux visiteurs, soit embarquer sur un vaporetto pour rejoindre la place Saint-Marc par le Grand Canal, soit effectuer le même parcours à pied en passant par les différents canaux, par le pont Rialto, ce qui représente une marche d'environ 2 km 200. Dans les 2 cas, le décor et l'ambiance sont absolument extraordinaires. Venise est à découvrir au moins une fois dans sa vie. Un des moments forts de la découverte de Venise est l'arrivée sur la place Saint-Marc, cœur de Venise. La place est une des plus belles au monde. Elle s'étend sur 175 mètres de long, sur 83 mètres de large. Plusieurs monuments interpellent l'œil, dont le campanile, dont on aperçoit la base sur cette photo. Et bien sûr, la basilique Saint-Marc, dont les fondations datent du IXe siècle. C'est une œuvre majeure de l'art byzantin. Un édifice qui a traversé les siècles pour nous arriver presque intact, même s'il a été enrichi et embelli par différents éléments décoratifs au cours de son histoire, et notamment de magnifiques mosaïques du XIIIe et du XIVe siècle. Si l'extérieur présente un aspect presque irréel, que dire de la visite de l'intérieur du monument, qui est presque entièrement couvert de mosaïques dorées, qui reflètent la lumière de façon très étonnante. Les mosaïques de la basilique ont été assemblées essentiellement au XIIIe siècle. Quand on se trouve devant la basilique Saint-Marc, on ne sait pas où donner de la tête, et à l'intérieur c'est exactement la même chose, tant il y a de détails à découvrir. C'est un moment très intense. Juste à côté de la basilique s'élève le palais des Doges, dont nous avons inclus la visite guidée dans le programme. Le palais des Doges était le centre du pouvoir à Venise. On pourrait d'ailleurs aussi l'appeler palais ducal. Il a été construit dans le style gothique et le style Renaissance. Les façades extérieures du palais sont surtout connues du côté du bassin de Saint-Marc. Il y a aussi une très belle cour intérieure que l'on découvre sur cette photo. Une cour intérieure dont l'aspect actuel remonte au XVIe siècle. Il y a une reconstruction de l'édifice suite à un incendie en 1577. De la cour intérieure, on accède aux grandes salles du Palais des Doges, la plus importante étant la salle du Grand Conseil, une salle décorée, comme les autres, par les grands maîtres de la peinture italienne de la Renaissance, dont surtout Véronèse et le Tintoret. Après cette petite découverte de Venise, je vous propose maintenant de continuer notre voyage en Italie, vers le sud, en franchissant notamment le Pô. Notre nouvelle étape est en Toscane, à 2 heures à peine de trajet en train à grande vitesse de Venise, dans une des plus belles villes d'Italie et même d'Europe. Florence, qui occupe
Un site magnifique dans une région de collines traversée par le fleuve Arno que vous avez ici en photo. Un des monuments emblématiques de Florence est précisément sur l'Arno, c'est le Ponte Vecchio, un pont médiéval bâti entre 1335 et 1345. Il abritait à l'origine des ateliers de bouchers et de tripiers avant d'être réservé à partir du XVIe siècle aux joailliers et aux bijoutiers. Le Ponte Vecchio est un des incontournables pendant une visite de Florence. Comme l'est d'ailleurs la Piazza della Signoria, qui est le cœur politique et historique de Florence. C'est une place médiévale en forme de L, sur laquelle s'élève notamment le Palazzo Vecchio, le vieux palais, dont la construction a débuté en 1299 et qui était surmonté d'une tour de guet de 94 mètres de hauteur. Au Moyen-Âge, le Palazzo Vecchio était le siège du gouvernement de la République florentine. L'autre site incontournable de Florence est la place de la cathédrale, sur laquelle s'élèvent plusieurs monuments exceptionnels, tout en marbre, dont le baptistère à droite et la cathédrale au centre de la photo. La découverte de ces monuments est, là encore, un moment assez impactant, notamment la façade de la cathédrale, qui est une véritable dentelle de motifs et de figures. L'ensemble de l'édifice est revêtu d'un marbre polychrome, blanc, rose et vert. C'est absolument incroyable. Vous ne verrez cela nulle part ailleurs. La visite de Florence est un moment fort pour tout voyage en Italie. Sachez en plus, et pour avoir un programme le plus complet possible, que nous avons inclus la visite de la Galerie des Offices, une des plus belles collections au monde de peintures italiennes et d'œuvres de tous les grands maîtres européens. La Galerie des Offices s'étend sur plus de 12 000 mètres carrés et présente des œuvres qui vont du XIIe au XVIIIe siècle. Et parmi les œuvres exposées, vous pourrez par exemple observer une des œuvres les plus célèbres de Botticelli, La naissance de Vénus, une peinture qu'il aurait réalisée vers 1485. On quitte la Galerie des Offices pour nous rendre maintenant à la gare de Florence et embarquer de nouveau dans un train à grande vitesse à destination de Rome. 1h30 de train suffisent pour rejoindre la gare de Termini à Rome. Nous avons réservé un hôtel 4 étoiles à proximité de la gare, un hôtel où nous nous installons pour 3 nuits. Les déplacements à Rome se font avec votre accompagnateur en métro, ce qui permet de rejoindre rapidement les grands sites historiques et touristiques de la capitale italienne. Tous les incontournables sont bien sûr au programme de la découverte de Rome, et notamment la Rome antique, dont le monument emblématique est le Colisée, inclus dans le programme, l'entrée dans le grand théâtre antique. De même, nous avons inclus l'entrée au musée du Capitole, que vous apercevez en haut à droite de la photo. Ces musées consacrés à l'art antique sont situés sur la colline du Capitole, qui domine l'ancien forum romain, ainsi que le monument à Victor Emmanuel II, aussi appelé l'Hôtel de la Patrie, ce monument tout blanc que vous avez au centre de la photo. Les musées du Capitole se trouvent juste derrière, donc dans la partie droite en haut de la photo. La visite de Rome passe aussi bien sûr par son cœur baroque, avec notamment un arrêt sur la place Navone, un des sites les plus visités de la capitale italienne. Elle passe aussi bien sûr par le Panthéon et son incroyable coupole antique, la coupole que vous voyez à gauche de la photo, à près de 2000 ans. Elle est encore aujourd'hui la plus grande coupole au monde en béton non armé. C'était une véritable prouesse technique à l'époque. C'en est même assez incroyable. Une journée complète est aussi consacrée à la découverte du Saint-Siège. Vous entrerez bien sûr dans la basilique Saint-Pierre pour y découvrir notamment son incroyable coupole qui s'élève à 136 mètres au-dessus du sol. Vous visiterez aussi les musées du Vatican, au moins les salles les plus célèbres, sachant que les musées s'étendent sur 1400 salles, soit sur 7 km de salles et de couloirs,
Autant dire que vous découvrirez qu'une petite partie du musée. Alors, bien sûr, vous découvrirez de très belles salles, hein, avec notamment des collections d'art antique. Une des plus belles salles étant ce que l'on appelle la galerie des cartes géographiques, une galerie de 120 mètres de long qui possède un incroyable plafond réalisé à la fin du XVIIIe siècle. C'est à titre personnel un de mes endroits préférés des musées. Avec bien sûr la chapelle Sixtine, hein, qui se découvre donc dans le cadre de la visite des musées. La chapelle Sixtine que l'on ne présente plus et qui est, comme vous le savez tous, le lieu où, traditionnellement depuis le XVe siècle, les cardinaux réunis en conclave élisent le nouveau pape. C'est donc un moment toujours très intense lorsqu'on découvre cette chapelle couverte de fresques de tous les grands maîtres de la Renaissance, dont bien évidemment Michel-Ange. Le voyage retour de Rome vers la France se fait via Milan avec une dernière nuit dans la capitale lombarde. Vous voyez sur cette carte le parcours de notre voyage en train en Italie, un voyage en 9 jours avec un premier départ programmé le 13 septembre 2021, puis 2 départs en 2022, le 30 mai et le 12 septembre. Ce voyage, comme le voyage en Espagne, est bien sûr accompagné tout du long par un de nos accompagnateurs. Toutes les visites guidées sont, quant à elles, assurées par des guides locaux qui vous feront découvrir de façon très détaillée les villes et les monuments programmés. Si j'ai fait un focus sur 2 circuits entièrement en train de notre catalogue, je dois vous signaler que nous proposons aussi 2 circuits en Europe centrale, des circuits organisés selon les mêmes principes et avec la même philosophie, notamment des hôtels à proximité des gares et des visites soit à pied, soit effectuées avec des véhicules électriques ou circulant au gaz. C'est le cas notamment de ce circuit en 9 jours, hein, qui apparaît à l'écran avec des étapes importantes à Berlin, Prague et Vienne. Nous proposons enfin un circuit en 8 jours permettant la découverte de Munich, de Salzbourg et de Vienne, avec notamment 4 nuits dans la capitale autrichienne et un très beau programme de visite de la capitale des Habsbourg. Voilà, j'espère que vous aurez pris du plaisir à voyager en notre compagnie à travers l'Espagne et l'Italie. Je vous remercie de votre attention. Et vous souhaite de très beaux voyages dans les prochains mois. À bientôt. Merci.